Plus j'avance dans l'âge, plus je trouve qu'effectivement, je me considère comme patriote, donc ça peut être un bien grand mot, mais juste voilà, être fier de notre pays, être fier de le représenter, être fier de payer des impôts en France et être fier juste voilà, d'être français. J'ai aucune honte, je me cache pas qu'on parle étranger, voilà. J'ai mis le drapeau français dans ma bio Twitter, TikTok, etc. Ouais, tu vois, il y a pas. Pourquoi on aurait honte d'être français, tu vois, je comprends pas. Enfin, je comprends pas cette notion. Quant au wokisme, je me suis renseigné il y a pas longtemps. C'est ça ce que tu disais, c'est le fait d'être un homme déconstruit. Bah après, en fait, je pense que c'est l'éducation qui construit l'homme. Et moi, je sais que par exemple, pour avoir vécu cette agression il y a quelques temps, c'est ce qui m'a fait prendre conscience un homme doit être fort et doit se protéger tout seul en fait. Que des fois, il faut qu'il compte sur lui-même. Donc là-dessus, je pense que c'est la société où juste en fait les épreuves que chacun vit qui construit ces personnes-là. Je pense que tout le monde devrait avoir droit à la parole. Après, j'imagine que, enfin voilà, c'est vrai que c'est impressionnant de se dire que des médias comme Facebook, Twitter ont la capacité de faire taire quelqu'un. C'est vrai qu'imaginons demain, si moi je dis une grosse connerie, je suis banni. Dépendant. Waouh. Et là, du coup, tout le business s'écroule. Le côté insécurité, en fait, j'arrive à comprendre comment une personne dans lequel son quotidien va bien peut complètement vriller du jour au lendemain en fait. Vriller du jour au lendemain en voyant le mal partout. Moi je me souviens du coup ces racailles-là, le jour où on s'est fait agresser, tout va bien dans ma vie, et on se fait agresser et là il y a une prise de conscience qui est que ah merde, le monde qui nous entoure, c'est pas les bisounours. Chers amis, un petit message juste avant de commencer pour vous rappeler que les incorrectibles ont plus que jamais besoin de vous. C'est une question de survie. Pour cela, vous pouvez donc nous soutenir et nous aider. Rien de plus simple, en description, sous cette vidéo, il y a un lien pour aller sur la plateforme Substack où vous pouvez accéder donc aux bonus de chacune de nos émissions. Vous pouvez bien sûr toujours nous soutenir aussi en vous abonnant sur YouTube. En tout cas, les Incorrectibles vous remercient pour votre soutien. C'est uniquement grâce à vous et grâce à vous seulement qu'on peut diffuser et produire ces émissions chaque semaine. Bonne émission. Take on the world. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Incorrectibles. Merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Alors attention, aujourd'hui c'est un événement. Oula. Et je pèse mes mots. Notre invité comptabilise, écoutez bien, près de 9 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Presque. Et plus de 3 milliards de vues. Oui, vous avez bien entendu. C'est vous dire si le qualificatif d'influenceur, on va en parler avec lui, est plus que jamais approprié selon moi pour le qualifier. Alors je suis certain que beaucoup d'entre vous l'ont déjà reconnu. On est donc ravis de le recevoir ce dimanche dans les Incorrectibles. Partagé. Thibaut InShape, bonsoir. Merci à toi pour l'accueil en tout cas. Merci Salut à toi. pensé à moi. Bah écoute, je crois que tout le monde pensait à toi, mais je pensais pas que tu accepterais. Écoute, faut tenter. J'ai vu le mail passer, je dis écoute, pourquoi pas. Eh ben écoute, comme quoi, voilà, faut toujours essayer dans la vie. Alors mille merci vraiment, je le redis, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de faire le déplacement depuis Toulouse, donc pour venir nous voir. Du sud de la France. C'est vraiment une exclue de te recevoir ici, car vraiment, tu t'exprimes très rarement dans les médias. C'est vrai que j'en fais pas beaucoup. J'essaie d'en faire de plus en plus. Même moi, pour moi, c'est un exercice, parce que souvent c'est moi qui pose les questions aux invités. Ouais, pour une fois en inverse. Et pour une fois en inverse. Donc même pour moi, c'est un exercice dans lequel je suis pas habitué, mais on est là pour ça. Eh bien écoute, on va donc essayer d'en savoir un peu plus sur toi. On est là pour un long moment ensemble. Alors je sais que ça va en surprendre plus d'un, mais je pense que tu as effectivement de nombreuses choses sans doute à nous dire, car derrière le sportif qui se cache donc derrière ce personnage Thibaut InShape, quand on regarde tes vidéos, on se rend compte qu'il y a quand même un certain engagement, ou du moins certains points de vue qui semblent se dessiner et qui m'intéressent. Alors peut-être qu'on devrait, si tu le veux bien, avant de parler de tous ces sujets, commencer par parler un peu de toi si tu le veux bien. Alors je suppose qu'il n'y en a pas beaucoup, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux d'abord... Oui, il y a des moustiques, on va jouer, si vous nous voyez... Voilà, on n'a pas des tiques, c'est juste qu'effectivement, il y a des moustiques. Si tu veux bien, donc avant de parler de tous les sujets qu'on va aborder, commencer par nous rappeler ce que tu fais sur tes chaînes donc YouTube, dont je rappelle les noms, Thibaut InShape et Thibaut InShape Entertainment. Exactement, entraînement. Entraînement, exactement. Donc moi, j'ai 2 chaînes YouTube. La première, elle a été créée, je crois, si je dis pas de bêtises, donc j'ai fait une école de commerce.
commerce. On peut penser. Oui, alors on va en Donc, on va parler. commencer du début. On va commencer du début. Donc, moi, j'ai commencé les vidéos vers 22-23 ans. J'ai fini mon école de commerce, en fait, et j'étais déjà passionné de muscu à la base. Ça faisait 5 ans que j'en pratiquais pour mon plaisir personnel, tout simplement. Et en fait, une fois que l'école de commerce était finie, j'avais commencé un petit peu discrètement à faire 2-3 vidéos sur YouTube, mais je m'en vantais pas trop parce que c'est le début. On a un peu honte. Je me souviens que je tournais des vidéos seulement quand mes parents partaient de la maison parce que j'avais honte, entre guillemets, de parler fort, j'assumais pas ce que je disais, tout simplement. Et l'assurance est venue petit à petit au fur et à mesure que ça a pris de plus en plus d'ampleur. Et je me souviens la première année, je crois qu'on avait fait 10 000 abonnés assez rapidement. Donc j'étais surtout au début assez surpris, mais je me dis pourquoi pas. Et ma chaîne YouTube était vraiment propre au tout début au fitness. Conseils pour prendre des pecs, perdre du poids, la whey protein, qu'est-ce que c'est, les acides aminés, la muscu combien de fois par semaine il faut y aller, les muscles vraiment. J'ai commencé dans ma niche qui est la musculation, à la base de tout. Et ensuite, petit à petit, une fois que j'ai traité la muscu sous plus de 300 vidéos pendant 3 ans, j'ai commencé à traiter d'autres thématiques. Donc j'ai traité plein de sports différents. Donc j'ai testé le football américain, le rugby avec le Stade Toulousain. J'ai rencontré des sportifs comme Kevin Mayer, Cyril Gane à l'UFC, à l'MMA, etc. Et petit à petit, j'avais fait tous les sports. Donc j'ai commencé à faire tous les métiers. Et une fois que j'ai tous les métiers, là, parce qu'on a plus de 1000 vidéos sur la chaîne YouTube, ça fait 8 ans que je fais des vidéos YouTube, j'aurais dû commencer par là. Et maintenant, du coup, je teste beaucoup plus des immersions ou des découvertes. Par exemple, plus dernièrement, je travaille beaucoup avec les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie. Et parce que c'est un métier, on en reparlera, mais militaire, c'est un métier que je voulais faire quand j'étais plus jeune. Et du coup, c'est super chouette qu'ils puissent m'ouvrir les portes de leur institution. Et du coup, maintenant, je vais sur le terrain avec eux. Donc, par exemple, plus dernièrement, sur Paris, on a tourné avec les Boers. Les Boers, c'est la police des taxis. Par exemple, du coup, on allait rencontrer des VTC, etc., voir un petit peu l'envers du décor. Et pareil avec le SAMU, j'ai tourné avec le SAMU à Toulouse juste hier matin, et on a rencontré ces personnels de santé, voir un peu leur quotidien. Et je trouve ça vachement intéressant parce que même moi, ça m'anime de vivre des trucs comme ça parce qu'on met le gyrophare, on met le clignot, on est sur le périph', il se passe quelque chose. Et en même temps, ça se ressent dans la vidéo YouTube. Donc moi, je prends du plaisir pour tourner ma vidéo YouTube. Et en même temps, le plaisir pour les gens qui regardent la vidéo est partagé aussi. Des sensations fortes, tu as dû en connaître pas mal aussi récemment, puisque je crois même que tu as escaladé la Tour Eiffel. Exactement. Plus récemment, en fait, j'ai travaillé avec la brigade d'intervention de la DOPC, exactement, de Paris. C'est une branche de la police. Et ils m'ont dit, Thibaut, on sait que tu es sportif. Est-ce que ça t'intéresserait de faire une journée avec la brigade d'intervention, pas le groupe d'intervention, la brigade d'intervention. Et je dis ok, c'est parti. Et il me dit Thibaut, donc c'est la descente en rappel de la Tour Eiffel. Ok, c'est parti, j'ai déjà fait du rappel, je n'étais pas stressé, je me dis juste c'est hyper stylé, c'est hyper impressionnant la Tour Eiffel, donc on y va. Puis on arrive en bas de la Tour Eiffel et tout, je discute avec les forces de l'ordre, et là il dit Thibaut, on commence à monter sur un poteau. Ok, et dans ma tête je me dis c'est pour rejoindre l'ascenseur. Puis après on escalade un petit peu, et je dis c'est peut-être pour rejoindre les escaliers. On continue d'avancer et là il me dit non en fait on va l'escalader jusqu'au premier étage, donc il y a 58 mètres exactement, et là en fait la seule sécurité qu'on avait, c'était un policier qui était bien sûr d'élite qui était devant moi et moi qui était attaché par une corde. Il n'y a même pas de mousqueton à la Tour Eiffel ou quoi, c'est vraiment on avait une corde, donc s'il tombe, je tombe et du coup il fallait pas que je tombe non plus, sinon je le faisais tomber. Donc en fait la technique c'était entre les mailles de la Tour Eiffel, si je puis dire, il fallait tresser un petit peu une sorte de petit chemin, comme ça si accident il devait y avoir, on tombait, on était retenu par les trucs. Mais c'était la seule sécurité qu'on avait. Et du coup là la vidéo actuellement est en montage et sortira d'ici 10-15 jours sur ma chaîne YouTube. Et ça fait partie, je pense que ça fera partie pendant très longtemps des trucs les plus ouf que j'ai pu faire. Bon, on a hâte de voir ça. Ouais. Alors, si tu le veux bien, donc on revient au commencement, tu l'as déjà un petit peu abordé. Donc tu le disais, tu as commencé par une école de commerce dont tu es diplômé, la Toulouse Business School. Comme un certain d'ailleurs, tu le sais peut-être pas, youtubeur qu'on a ici reçu il y a quelques temps, qui s'appelle Rémi Juste Milieu. Je sais pas si tu le connais. Alors là, honnêtement, là, ça me dit rien. Eh ben écoute, c'est un des youtubeurs. Bon, il est encore loin de toi, mais il commence à faire vraiment. On a tous commencé un jour. Et j'aimerais donc savoir, comme je lui avais demandé à lui également aussi, comment on en arrive à devenir youtubeur quand on a fait une école de commerce qui a priori te destinait plutôt, je suppose, au marketing ou à être cadre dans une grande boîte. Exactement. En fait, pourquoi youtubeur ? Je pense que tout est né à la base de ma passion pour la muscu, qui était de vouloir partager
voulais motiver d'autres personnes à faire du sport parce que moi, la muscu, c'est un sport qui m'a beaucoup aidé. Tu l'as toujours eu, cette passion? Je l'ai toujours eu. Mais du coup, ça faisait déjà 5 ans que j'en pratiquais, que je pratiquais la muscu en avance, en amont de la fin de mes études. Et du coup, j'avais toujours cette passion-là. Et moi, ça m'a tellement aidé dans mon quotidien, tout simplement, mais pour la confiance en soi, pour être à l'aise en public, etc. Ça m'a beaucoup aidé de faire ce sport-là. Et je me suis dit, je dois pas être le seul dans ce cas de figure-là. Et je suis sûr que ça peut aider encore plein d'autres personnes. Et du coup, j'ai commencé à faire. Je voyais aussi, j'avais la chance, grâce à cette école-là, d'avoir fait un stage de 2 mois au Texas. Du coup, ce qui m'a permis d'apprendre l'anglais, tout simplement, d'être, je dirais pas bilingue, mais vraiment d'être à l'aise en anglais. Et je me suis rendu compte qu'en France, à l'époque, en 2013, il n'y avait pas de contenu vraiment muscu, fitness. On était quelques youtubeurs, mais pas beaucoup. Et en fait, j'ai pris la vague. Tu as été un précurseur, tu as été un des premiers. On a été un des précurseurs, vraiment un des précurseurs. On a pris la vague du fitness qui est vraiment montée en flèche. Et du coup, c'est pour ça que la chaîne YouTube, elle a vraiment pris beaucoup d'abonnés. Et ce mélange, en fait, de santé, de notions un peu nutrition, fitness, mélangé un peu à une dose d'humour et avec les codes de YouTube, qui est les cuts, les zooms, etc. Tout ce mélange-là a fait que une communauté s'est créée petit à petit. Et je devais faire un master management du sport, je me souviens. Et j'avais pas trouvé d'alternance parce que c'était de 10 000 € l'année, enfin le prix d'un master à Toulouse à peu près. J'avais pas trouvé d'alternance à ce moment-là. Et du coup, ça m'embêtait un petit peu de demander 10 000 € à mes parents, ce qui est quand même une somme assez conséquente, sachant que c'est pas forcément. Enfin, j'avais du mal à voir un peu, à me projeter là-dedans. Tu viens de quel milieu? C'est pas indiscret? Alors, ma mère est mère au foyer, le plus beau métier au monde, et mon père était ingénieur informaticien. D'accord. Voilà. Et après, il est devenu commercial. Il a fait un MBA, et après, il est devenu commercial. Donc je dirais pas aisé, mais pas, je dirais milieu plus. Est-ce que je dirais pas? J'ai fait un emprunt pour faire mon école de commerce. Une école de commerce à 6 000 € l'année quand même. Donc j'ai fait un emprunt. Donc voilà, je me situerai à peu près à un milieu. Ton modèle économique, est-ce que tu peux en parler? Parce que par rapport à YouTube. Ouais, à YouTube, parce que c'est vrai, bon, ce sont des sujets un peu confidentiels souvent, mais bon, est-ce que tu peux nous. Oui, je suis à l'aise. Donc, les sources de revenus pour un YouTubeur, dans un premier temps déjà, quand on commence YouTube, ça va être le 21 du mois d'être payé tout simplement par YouTube. La monétisation. La monétisation des vidéos YouTube, ça passe par là. Pour les vidéos de plus de 8 minutes maintenant, je crois, on peut mettre plusieurs pubs. YouTube, alors on ne connaît pas les calculs scientifiques qu'il y a derrière, mais ils estiment que, je ne sais pas, si tu fais 100 000 vues, tu vas toucher peut-être 1 000 €, je dis des bêtises, hein, c'est pas ça. Et du coup, à la fin, ils vont déterminer un montant qui te sera reversé le 21 du mois. Et ça fluctue, par exemple, je sais qu'en période de Noël, il y a beaucoup d'annonceurs qui mettent beaucoup d'argent à l'approche des fêtes, et du coup, même à nombre de vues égal, tu feras plus d'argent à Noël qu'en janvier, par exemple, où ça se casse plutôt la figure. Mais là-dessus, tu vois, on n'a pas trop les rênes du truc. Donc bon, c'est un des premiers revenus, c'est ça. Une fois que les années passant, moi je sais que mon père a rejoint l'entreprise après, donc il a quitté, il était commercial. Tu as créé une entreprise, évidemment. Voilà, donc j'étais auto-entrepreneur à la base, j'étais tout seul. Et ma source de revenus à la base c'était les revenus YouTube et c'était aussi les ventes de compléments alimentaires. À l'époque, j'étais dans aujourd'hui on a lancé notre gamme de compléments alimentaires InShape Nutrition, mais à l'époque j'étais chez un concurrent et avec mon code promo, je percevais des commissions. Et du coup, ça a permis au tout début de dégager. C'est l'occasion. Donc, tu as créé InShape Nutrition. Ouais. Tu as créé d'autres marques. On a créé une application de sport Shape You en temps réel, là, plus récemment, et une marque de vêtements Team Shape. Et je réfléchis, tac. Et après, non, je crois que c'est ça en termes de développement, je crois qu'il y a ça, si je dis pas de bêtises. Et après, il y a aussi les placements de produits. C'est parce qu'aujourd'hui, on a vraiment créé une structure, on est 8 salariés à peu près dans l'entreprise. Ça fait beaucoup de monde à gérer, beaucoup de trucs à s'occuper. Mais quand on est un petit youtubeur et qu'on se lance sur YouTube, les premiers revenus vont être du coup la monétisation tous les mois et ensuite les placements de produits, ça va être les choses on va dire les plus simples à faire parce que il suffit d'un agent entre guillemets qui est là pour vous représenter ou pour aller chercher des marques ou négocier les contrats, ça vous rapporte des revenus et donc à partir de là, ça peut commencer déjà à vivre à 2 personnes, vous pouvez déjà vous dégager un bon chiffre d'affaires et si vous voulez encore vous développer, il va falloir embaucher du monde pour sortir une marque de fringues par exemple, il va falloir embaucher du monde, une application, soit embaucher du monde, soit travailler avec des intermédiaires. Mais voilà, aujourd'hui c'est comme ça qu'on est développé et là je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on est full. Il n'y a plus trop le temps de faire grand chose. Heureusement je maintiens quand même mon temps pour faire du sport, c'est le plus important et voilà.
Bon, bah, en tout cas, encore une nouvelle fois, merci de t'être déplacé depuis Toulouse pour venir nous voir. Donc, comme je le disais, donc, tu es l'un des youtubeurs les plus influents de ta génération. Hein, donc, on le rappelle, avec plus de 8,7 millions, bientôt 9 millions d'abonnés sur YouTube et puis des milliards, hein, plus de 3 milliards. 3 milliards de vues, ouais, 3 milliards de vues. Millions. On regarde plus trop. C'est juste dingue, quoi. Ben, en fait, on fait tout. Ça paraît impressionnant, mais quelque part, quand moi je regarde mes stats YouTube, on a toujours envie d'aller plus vite et que ça. Par exemple, dans ma tête, j'aimerais déjà avoir les 10 millions d'abonnés. Pour moi, c'est vraiment un goal de les avoir parce que depuis le temps que je fais ça. T'es dans le top 5 des Français, quoi, même top 3. Dans le top 5, je crois, des youtubeurs français. Ouais. Après, il y en a, ça cravache derrière, donc il va falloir continuer à travailler aussi. Mais c'est vrai que l'idée, c'est de toujours se remettre en question. C'est pas tout d'avoir 9 millions d'abonnés sur YouTube, presque. Comment t'expliques ce succès qui est même pas spectaculaire, qui est démentiel, quoi? Alors, pour moi, c'est juste être régulier. En fait, c'est comme, j'associe souvent YouTube à la pratique de mon sport, qui est la muscu en l'occurrence. C'est vraiment la régularité. Il faut vraiment être régulier. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent sur YouTube, qui ont un fort potentiel, qui cartonneraient certainement, qui font 2-3 vidéos, ça marche bien, mais qui s'arrêtent. Et pour moi, la clé du succès sur YouTube, c'est vraiment forcément s'adapter au code YouTube, regarder ce qui marche, faut être conscient, mais aussi être régulier. Moi, je sais que, après, je suis pas forcément un exemple parce que je suis là-dessus, je suis un peu un robot. La plus longue pause que j'ai fait de vidéo entre deux vidéos YouTube, ça devait être 5 jours. En 8 ans à peu près de YouTube. Et c'est vrai que j'ai des collègues youtubeurs qui prennent des vacances, un mois sans vidéo, etc. et qui reviennent aussi en forme. C'est pas parce qu'on prend un mois de vacances que c'est dramatique, mais je sais que moi, dans mon cas de figure qui est le mien. T'as jamais arrêté? Ouais, en fait, c'est un peu comme la pratique du sport. J'ai du mal à prendre des jours de repos. Et avec les vidéos YouTube, c'est pareil. J'ai du mal à prendre des semaines de repos sans publier. Ton public, est-ce que tu le connais? C'est essentiellement des jeunes, je suppose? Alors oui et non, parce que à la base, ça a commencé du coup public muscu, donc vingtaine d'années, trentaine d'années, pas forcément si jeune que ça, parce que la muscu, c'est quelque chose qui nous intéresse plutôt quand on a 17 ans et plus, à peu près, ça commence là. Donc ça a commencé un public à peu près à ce niveau-là. Et après, on s'est diversifié, donc on a fait des vidéos sur des thématiques plus jeunes, par exemple des vidéos cache-cache avec mes frères, etc. C'est des vidéos qui vont attirer un public beaucoup plus jeune, de 8 ans à 15 ans, on va dire. Et j'ai fait aussi des vidéos plus sérieuses, comme aller découvrir le camp d'Auschwitz-Birkenau par exemple, ou d'interviewer Ginette Kolinka qui est une ancienne déportée d'Auschwitz, des thématiques qui sont assez fortes, très fortes même, et en fait qui permettent de fédérer un public. Moi, c'est des vidéos que même mes grands-parents, qui ont 80 ans, ils regardent. Donc certes, il y a les codes YouTube, il y a des cuts, c'est dynamique, c'est un peu compliqué à suivre, mais c'est des sujets aussi qui les intéressent. J'ai interviewé aussi Sœur André, qui est la doyenne du monde, maintenant aujourd'hui, qui a 118 ans. Et du coup, c'est des vidéos en fait qui sont regardées par tout le monde en fait. Alors, on va revenir à ton sujet de prédilection, donc la forme physique. Qu'est-ce que tu penses, Thibaut, plus généralement de l'état physique des Français? On a vu qu'il y avait plusieurs rapports qui avaient été publiés à la suite du Covid-19 pour expliquer que l'état physique des Français, qui était déjà déplorable, s'était détérioré de manière fulgurante. Est-ce que c'est quelque chose que tu perçois toi aussi? Complètement. En fait, l'état physique des Français et du monde en général, pas que les Français, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est pas la faute des Français non plus, mais aussi un petit peu. C'est en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on est dans un monde où on est assez assisté de par les escalators, de par les transports en voiture. On fait plus les métiers aussi, on est beaucoup plus sédentaire derrière l'ordinateur. Rien nous pousse aujourd'hui à forcément faire l'effort de faire un effort. Aujourd'hui, on aime, moi le premier, on aime bien son confort. Aujourd'hui, en plus, on peut commander, j'ai vu, il y a des sites où on peut commander ses courses directement à la maison, donc il n'y a même plus besoin de se déplacer pour aller faire ses courses. Pour le boulot, télétravail à la maison. Et en fait, on se rend compte que le matin, donc la nuit, on dort, on est allongé. Le matin, on déjeune, on mange, on est assis, donc on ne brûle pas de calories. La journée, on est en télétravail, donc on est assis, on mange le midi. On ne brûle pas de calories, on mange des calories. Le soir, on va l'après-midi, hop, on bosse, on goûte. Fin de soirée, on n'est pas forcément beaucoup plus actif. Et le soir, on est devant une série ou devant la télé et on mange son repas du soir. Et en fait, on se rend compte que quand on fait le bilan de la journée, on s'est quasiment pas levé. Ou alors, quand on regarde le nombre de pas qu'on a sur notre application, on a fait 2000 pas à peine dans la journée. Et à côté de ça, la nourriture qu'on mange, que ce soit des plateformes de livraison ou quoi, est de plus en plus riche et aussi meilleure. Il faut le dire, les fast-food, qu'on le veuille ou non, ça sent bon, c'est bon à manger. Et en fait, le fait que l'alimentation soit de plus en plus calorique, riche, bonne, goûtue,
À côté de ça, la faible activité, qu'on fasse plus d'efforts au quotidien, si ce n'est des boulots comme des ménageurs, ouvriers ou des boulots où on reste actif toute la journée. La majorité des boulots où on est assis devant l'ordinateur, on fait aucun effort, on mange des calories et tout simplement on prend du poids. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un chauffeur Uber qui me disait que depuis qu'il a commencé ce métier-là, il a pris 15 kilos. Et c'est pas parce qu'il mange forcément différemment, il peut manger la même alimentation qu'il mangeait avant, c'est juste que son métier, son activité physique est nul en fait, est nul. Et là, je parle même pas encore du fait de faire du sport, de la musculation ou du crossfit ou n'importe quel sport, du tennis ou quoi. Là, c'est vraiment dans le quotidien des Français qui ne pratiquent pas de sport. C'est pour ça qu'en fait, c'est tout simplement pour ça que l'obésité augmente. Et à côté de ça, pour justement de ne pas prendre de poids en gardant quand même des plaisirs gustatifs de la vie de tous les jours, il faut s'obliger à pratiquer du sport, une activité physique. Donc dans mon cas, voilà, c'est la muscu, mais ça peut être du crossfit, du tennis, de courir, un jogging le dimanche. Voilà, il faut évacuer ça quelque part. Puis en plus, je mets vraiment ça en avant parce que ça fait tellement de bien à la tête, ça reset un petit peu tous les problèmes qu'on a, on oublie un petit peu les problèmes de la vie de tous les jours. Donc voilà, pour moi, le problème est là-dessus et ça va pas dans le bon sens malheureusement quand on va aller dans les années à venir. Je ne sais pas trop quelle va être la solution. Voilà, je sais qu'ils commencent à faire des pubs à la radio en disant quand vous le pouvez, prenez le vélo et transports quand vous le pouvez, prenez le vélo ou allez-y à pied. Sauf que maintenant, les vélos, ils sont électriques. Donc, il n'y a même plus l'effort de pédaler. Donc là-dessus, je pense que l'obésité, honnêtement, sans vouloir être pessimiste, on ne va pas trop dans le bon sens. La crise de la Covid-19 et notamment les confinements, les restrictions qui ont été imposées aux Français, c'est quelque chose de catastrophique selon toi? En fait, du jour au lendemain, déjà que les gens n'étaient pas actifs, mais bon, ils faisaient quand même l'effort d'aller à leur travail, de bouger un minimum, de se déplacer dans Paris ou autre. Là, les gens sont restés chez eux à la maison. Donc par contre, le Covid, d'un point de vue personnel, c'était incroyable au niveau des statistiques YouTube. Pour un YouTuber, il faut être honnête, il y a beaucoup de gens qui ont bénéficié du Covid, notamment les YouTubers, les streamers, etc. Parce que les gens, en fait, avaient rien à faire et du coup, ont consommé du YouTube. Moi, j'ai ma deuxième chaîne qui s'appelle Thibaut InShape Entraînement qui a 2 millions d'abonnés. C'est aussi dingue, ouais. Ouais, en fait, c'est venu progressivement. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que cette chaîne YouTube-là, pour vous te donner une idée, je prenais 800 abonnés par jour à peu près sur cette chaîne YouTube-là. C'est reste correct. Et le jour où Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des salles de musculation, j'ai pris 10 000 abonnés par jour pendant un mois. Pendant un mois, ma chaîne elle a explosé. Les stats, ça a fait vraiment ça. Et le jour où les salles de sport ont réouvert, ça a rechuté. Et je croise beaucoup de personnes, notamment tout à l'heure là, en passant dans la rue, une personne qui m'a dit « Thibaut, je suis pas du tout sportif, je fume comme pas possible, mais pendant le Covid, tu as sauvé mon confinement parce que je faisais tes séances de sport sur ta chaîne secondaire, vidéo sur laquelle on fait des abdos en temps réel, 8 minutes, etc. Du coup, les gens sont encouragés, ça les motive, ils sont pas tout seuls. Et du coup, pendant le confinement, beaucoup de gens ont fait du sport, mais ça… Quand tu dis vidéo en temps réel, c'est-à-dire des live streams, c'est ça? Alors, c'est des vidéos que j'enregistre, mais pendant lesquelles, pendant 30 vraies minutes, je fais les séances, je mets un chrono à côté et les gens après en différé les regardent chez eux et font les exercices aussi avec moi. Alors, est-ce que d'après toi, on met assez le bien-être et la bonne santé physique en avant en France? Je pense notamment à l'école ou même dans les politiques de santé publique. Alors, moi, je trouve que ça commence. Ça commence parce que les gens se rendent compte que l'obésité, ça tue, faut être conscient. Et que du coup, ils commencent à prendre en compte le fait, par exemple, je sais c'était il y a 10 ans déjà, ils avaient supprimé dans les écoles, dans les collèges, les distributeurs de boissons, de coca, etc. Donc, je sais qu'il y a des efforts qui sont faits là-dessus. Après, je sais plus ce qui est servi à la cantine, mais je sais qu'à l'époque, ce qui était servi à la cantine, il y avait un effort du healthy. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Je sais pas, malheureusement. Mais je sais qu'aujourd'hui, voilà, je pense que l'État, le gouvernement veut pousser les gens à pratiquer plus de sport. Mais un ami à moi me disait, on fera du sport, on ira en salle de sport le jour où les centres de sport seront remboursés par la Sécu, par exemple. Et là, peut-être… Ouais, parce que ça coûte cher. Ça coûte cher, le sport coûte cher. Bon, ça reste, je sais c'est 29 € par mois une salle de sport, donc c'est pas forcément extrêmement cher, mais ça peut quand même représenter un budget tout mis bout à bout, bien sûr, pour certaines familles. Donc là-dessus, peut-être qu'il y a un angle, voilà, sur, disons que le sport, ça, au-delà du fait d'être bien physiquement, voilà, intérieurement, on se sent beaucoup mieux, l'esprit, le corps, tout marche bien. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau du gouvernement. J'avais posté un tweet il y a pas longtemps et j'avais demandé, est-ce que on devrait obliger
les enfants à pratiquer 30 minutes de sport par jour avant les cours. Et du coup, il y avait deux camps. Il y avait forcément les gens qui étaient pour et les gens qui étaient contre. Et d'un autre côté, il y a des gens qui disaient on ne peut pas obliger les gens à faire du sport. Mais d'un autre côté, si on ne les oblige pas non plus, ils ne vont pas le faire d'eux-mêmes. Donc, sans pour autant obliger les gens, peut-être ceux qui verront la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais il y a une grosse prise de conscience. C'est vrai que là, le Covid, on s'est rendu compte que les personnes qui décédaient essentiellement du Covid, c'était les personnes qui étaient diabétiques et obèses. C'était les personnes vraiment à risque du Covid. Donc là, je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais en tout cas, je pense que l'obésité, ça va vraiment être un problème qui doit et qui sera pris en compte, j'espère, dans les prochaines années. Finalement, est-ce que c'est pas le sens du progrès de l'histoire que l'homme soit de moins en moins affûté physiquement, car en réalité, il en a moins besoin, quoi, tu le disais. Exactement. En fait, il n'y a plus besoin de courir vite, il n'y a plus besoin de chasser, comme si on en revient vraiment au temps ancien. Il n'y a plus besoin de chasser, il n'y a plus besoin de faire l'effort de porter des charges lourdes, parce qu'encore une fois, j'ai fait une vidéo avec les éboueurs, et du coup, je pensais vraiment qu'on mettait encore la poubelle dans le camion, et non aujourd'hui, Tout est automatisé. Tout est automatisé, donc ça reste un métier physique, attention, mais tout est automatisé, donc ça facilite, et après, quelque part, on ne peut pas, voilà, c'est le progrès. Mais d'un côté, on arrive à une limite où justement on est tellement incité dans la vie de tous les jours qu'on n'a plus de dépenses énergétiques dans notre quotidien. Et à côté de ça, on mange beaucoup, aliments plus riches, etc. Donc on prend du poids, c'est logique. Alors, il y a une autre question. J'ai aussi souvent l'impression qu'on a tendance en France, peut-être à cause justement de ces traditions politiques ou même à cause du charmant physique de nos politiciens, dont on se demande parfois d'ailleurs s'ils passent pas plus de temps à la cantine que dans l'hémicycle. J'ai souvent l'impression qu'on dévalorise le physique au profit d'une soi-disant supériorité de l'esprit. En d'autres mots, qu'on considère presque qu'être grand et musclé, eh bien, c'est être un con, pour faire une question un peu provoque. Quel est ton regard là-dessus? Comment t'expliques cela? Tu le ressens ou pas? Bien sûr. En fait, depuis le jour où j'ai commencé la muscu et que j'ai pris 10 ou 15 kilos de muscles, les critiques ont été, critiques c'est un bien grand mot, mais ça a été tout dans les muscles et rien dans la tête. Et encore une fois, quand je mets des tweets ou quand on discute sur Twitter ou quand on échange, on échange, c'est assez virulent à chaque fois Twitter, mais quand il y a une discussion qui est faite, la première critique qui vient, c'est Thibaut, tais-toi, toi, tout ce que tu sais faire, c'est faire des pompes et des abdos. Et voilà, laisse ceux qui ont un cerveau, ou va muscler ton cerveau plutôt. Il y a toujours eu des critiques là-dessus. Alors que sois beau et tais-toi. Ouais, sois beau et tais-toi, ou va faire ta muscu, laisse les grandes personnes parler entre elles. Alors en l'occurrence, moi, je suis plus dans une doctrine en mode mens sana in corpore sano, en mode un esprit sain dans un corps sain. Et je me dis, c'est vrai que faire du sport, en fait, ça vide tellement la tête que ça peut aider vraiment beaucoup de personnes à penser autrement, à réfléchir. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'idées de vidéos quand je fais mon sport. Et pas forcément devant mon ordinateur, assis, à réfléchir. Je sais que des fois, je pense à des trucs, quand on court ou quoi, on pense à des choses ou des réflexions. Puis même, c'est tout bête, mais moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai besoin de cette dépense énergétique, cette dépense dans la journée. Et si je la fais pas, je me sens énervé, comme si j'avais besoin de me défouler sur du sport ou quoi. Et du coup, ce que je fais, c'est que je vais courir 45 minutes et hop, je reviens et après... Tout est parti, tout est évacué, tout va mieux, plutôt que d'avoir engrainé un petit peu au fond de soi toute cette colère ou cet énervement. Alors Thibaut, justement, j'apprécie vraiment qu'on puisse parler de tous les sujets, hein, tu me l'as dit en arrivant vraiment, donc j'aimerais, si tu le veux bien, là au cours de ce long échange, qu'on aborde aussi d'autres sujets, notamment par exemple le monde des médias, car en fin de compte, tu es un peu un représentant, même pas qu'un peu, tu es un représentant majeur de cette génération qui vit sur Internet, voire qui vit d'Internet et des médias sociaux alternatifs comme YouTube. Tu n'as jamais pensé à faire de la télé ou à quitter YouTube pour un autre média dit mainstream? Question intéressante, forcément on y pense. Mais on te l'a proposé? On me l'a pas proposé directement, mais en toute honnêteté, en toute humilité, j'aurais pu y aller, que ce soit la radio. Aujourd'hui, on se rend compte que la radio, par exemple, si on prend cet exemple-là... T'aimerais? Alors non pas que j'aimerais. Enfin, j'aimerais, l'exercice est intéressant de la radio, c'est vachement intéressant. Pour avoir fait 2-3 émissions, c'était super à chaque fois. Mais aujourd'hui, notre temps est calculé et si on veut rentabiliser l'audience, les vues qu'on fait, aujourd'hui, c'est plus intéressant pour nous de faire des vidéos, du contenu sur TikTok, du contenu sur YouTube, du contenu sur Instagram en réel pour toucher un maximum de personnes. Mais cependant, il ne faut pas rester fermé aux autres médias. Donc là, tu acceptes une invitation. J'accepte une invitation en émission de télé. Et c'est un média, la télé, que j'ai fait quelques fois. Pourquoi ils t'ont invité là? Pareil pour un portrait.
D'accord. Pour un portrait. Et du coup, ce qui est intéressant pour moi, comme on disait tout à l'heure, c'est un exercice, en fait, c'est un challenge personnel parce que quand on fait une vidéo YouTube sur ma chaîne YouTube, je suis dans un confort, en fait, entre guillemets, parce que c'est moi qui interview, par exemple, quand je travaille avec le SAMU, c'est plus la personne avec qui je suis invité qui va être stressée, mais moi je vais être détendu parce que je connais mon média, je connais mon audience, je sais que le montage après, c'est moi qui ai un regard dessus, je peux supprimer s'il y a une blague qui passe pas, etc. Alors qu'à l'inverse, la télé, le direct, etc., c'est un exercice pour moi qui est plus risqué et des fois voilà, faut se mettre en danger, donc voilà. Bon écoute, en tout cas super, merci pour ces infos. Quel regard tu portes toi, notamment Thibaut, sur ce qu'on appelle donc ce que tu représentes, je le redis, la génération internet, sur les médias traditionnels, qu'ils soient papier, télé ou radio. Bon, tu l'as dit, on touche plus de monde sur internet, mais paradoxalement les médias du mainstream ont encore une crédibilité un peu supérieure. Il ne faut pas se fermer parce que déjà le public ne va pas être le même. Souvent quand je rencontre des abonnés dans la rue, souvent imaginons il y a un parent et leurs enfants, les enfants vont me reconnaître, mais les parents vont dire excusez-moi, désolé, je ne vous connais pas, mes enfants vous adorent, moi je vous connais pas. Et du coup, ça veut dire qu'il y a quand même une carte à jouer. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus être fermé aux médias et accepter des fois de ne pas être maître de son montage, pas être maître de sa vidéo et accepter de faire des émissions de télé. Missions qui vont toucher un public plus âgé, mais voilà, qui est aussi un public intéressant auquel il ne faut pas se fermer. T'as l'impression que ces fameux médias dits mainstream, ils sont biaisés, qu'ils manquent de pluralité ou finalement pas tant que ça? Alors, alors à l'époque, j'aurais dit qu'il y avait une petite guéguerre entre la télé et YouTube par exemple, mais au contraire, dernièrement, je dirais qu'il y a une sorte d'ouverture entre les médias. Il y a un peu plus de cross-média. À l'époque, quand on faisait une émission de télé, les animateurs étaient plus en mode « Ah bon, YouTube, on peut en vivre, qu'est-ce que c'est ?» Il y avait un côté un peu dénigrant, gamin. Mais aujourd'hui, je trouve que ça prend de plus en plus d'ampleur. Donc, il y a vraiment, de par les médias tu crois pas que c'est parce que, excuse-moi t'interrompre, parce qu'ils sont à bout et qu'ils vont justement piocher les nouveaux talents Ils doivent aussi, comme nous, comme moi qui ai 30 ans aujourd'hui, mais qui dans 20 ans, j'aurai 50 ans, il va falloir se remettre au goût du jour. Donc aujourd'hui, c'est leur tour, demain, ce sera le mien. Le fait qu'il y ait quelques médias seulement et dirigés par quelques milliardaires, ça te choque ou pas? C'est choquant, mais à notre échelle, moi, à mon échelle, malheureusement, je peux rien y faire, je vais être honnête. Est-ce qu'il y a des sujets, alors après c'est évidemment des sujets, d'abord est-ce que tu fais attention à ce que tu te dis ou tu te sens tout à fait libre par rapport à ta communauté, parce que quand on atteint comme ça des tels chiffres, on se dit il y a peut-être des sujets sur lesquels... Alors je suis complètement transparent sur tous les sujets, les seuls sujets forcément que je vais éviter d'aborder, ça va être forcément soit parti politique, parce qu'en fait, non pas que je suis pas à l'aise avec ça, mais c'est que dans mon quotidien je travaille avec des équipes très talentueuses, des caméramans, des cadreurs, etc. Qui sont super forts dans leur domaine et j'ai pas envie que eux me regardent différemment si je dis par exemple extrême gauche ou extrême droite. J'ai pas envie que là-dessus ça influence. Pareil, l'argent, j'ai pas de problème à parler d'argent, mais j'aimerais pas non plus que ça influence aussi leur comportement plus tard. Donc c'est pas par rapport à mon image que je me cache de la politique ou de l'argent, mais c'est plus par rapport à eux pour pas qu'ils aient une autre image de moi en fait, tout simplement. Est-ce qu'il y a des sujets quand même où tu trouves que c'est vraiment abusé, à quel point les médias peuvent être propagandistes, c'est-à-dire véhiculer une même parole Je réfléchis. Là, en l'occurrence, il n'y a pas un thème en particulier. Tu t'informes comment, toi, par exemple? Moi, j'écoute France Info. À la radio. Oh là. En fait, mais je vais être honnête, en fait, j'habite à la campagne et il n'y a pas beaucoup de radio en fait. Et du coup, il y a écrit info, donc j'écoute les infos. Donc après, en fait, je suis accro aux infos depuis le Covid. Ça veut dire qu'à la base, j'écoute pas du tout la musique, j'écoutais les chansons à la base de la radio. Et en fait, depuis le Covid, j'écoute les infos tout le temps. Donc j'écoute ça, dès que je suis en voiture, j'écoute ça. Donc je sais que j'ai appris parce qu'à la base, je vais être honnête, je ne pensais pas, parce que c'est pas mon domaine, la politique, etc. Je pensais pas qu'un média était forcément relié à une opinion politique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert et que j'ai appris il y a peut-être 1 an, 2 ans, parce que je m'y intéressais pas forcément. Et maintenant, je commence à... Tu voulais dire plutôt, je te corrige, tu pensais pas que tous les médias étaient forcément reliés à un parti ou une opinion politique mainstream, quoi. Je pensais que chaque média n'avait pas forcément de camp politique.
Ouais. Pour moi, un média, c'était un média, point. Je pensais qu'il y avait des médias neutres. Exactement. Et pour moi, tous les médias étaient neutres. Ouais. Et j'ai découvert que, bah, du coup, oui et non. Mais ça s'est vraiment fait progressivement. Tout au non. Ouais, bah, du coup, tout au non. Ouais. Et ça, pareil, je suis encore en train d'apprendre. Je vais être honnête avec vous. Je suis pas un spécialiste de la politique. C'est pas un sujet que j'aborde facilement. Moi, mon domaine de prédilection, vraiment, c'est la muscu, nutrition, les réseaux sociaux. La seule, on en reviendra plus tard, la seule expérience que j'ai, le seul sujet que je pourrais maîtriser si on devait parler politique, c'est plutôt tout ce qui est insécurité. Parce que souvent j'en parle, c'était le commencement de la muscu. En fait, moi j'ai été agressé par 3 jeunes en 2009 à coups de batte de baseball, etc. Je le raconte parce que j'ai récupéré les fichiers vidéo de la caméra de surveillance il y a 2 jours. Donc ça donnera lieu à une vidéo réaction plus tard. Vidéo, voilà, normalement, ils savent même pas comment la vidéo n'a pas été supprimée. Donc tant mieux pour eux, j'ai le procureur de la République qui a accepté, etc., d'utiliser cette vidéo-là à but informatif. Mais voilà. Attends, tu veux dire que tu as retrouvé la vidéo de ceux qui t'ont agressé? Ouais, en fait, j'ai retrouvé la vidéo. C'était un 8-8, je crois, qui filmait la séquence et du coup on me voit me faire péter la gueule en fait concrètement. Et donc, ils sont identifiables ceux qui sont sur la vidéo? Alors non, mais dans tous les cas ils seront floutés parce qu'ils ont été jugés, ils ont été condamnés, ils ont fait 1 an de prison je crois à l'époque, c'était en 2009. Donc ils ont été condamnés, etc. Et puis même moi j'ai aucune amertume envers ces personnes-là aujourd'hui, je m'en fous complètement. Limite je les remercie presque, c'est parce que c'est grâce à eux que je me suis mis à la muscu et qu'aujourd'hui je peux en vivre de cette passion-là. Mais le côté insécurité, en fait j'arrive à comprendre comment une personne dans lequel son quotidien va bien peut complètement vriller du jour au lendemain en fait. Vriller du jour au lendemain en voyant le mal partout. Moi je me souviens du coup ces racailles-là, le jour où on s'est fait agresser, en fait, tout va bien dans ma vie, et on se fait agresser et là il y a une prise de conscience qui est que ah merde, le monde qui nous entoure, bah c'est pas les bisounours, il y a vraiment de la violence, c'est des gens qui sont prêts à faire de la violence gratuitement puisque ces personnes-là, le même jour, vous avez agressé une femme, volé de l'essence, vous avez fait vraiment une épopée la journée, il y avait un article dans la Dépêche et tout à l'époque, et du coup, on se rend compte que, ah ben mince, l'insécurité, elle est présente, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie d'être hyper méfiant dans la vie de tous les jours et j'ai même gardé ce tic-là de toujours faire mes lacets parce qu'à l'époque, j'ai pas fait mes lacets, je me souviens, quand j'ai été mis au sol, j'avais les chaussures qui avaient valdingué, etc. Du coup, aujourd'hui, par réflexe, même 13 ans plus tard, je pense toujours il y a toujours ce côté-là de se dire à tout moment, ça peut partir. Donc, faut toujours être méfiant sur ce sujet-là, quoi. Qu'est-ce que tu réponds à tous ceux, alors je rejoins un peu ce que tu disais juste avant, qu'on t'identifiait souvent qu'il y a des postures de mecs qui pensent que physique. Sur la jeunesse, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent qu'elle n'est plus au niveau, que le niveau intellectuel, culturel, politique s'est effondré à cause des téléphones, de latéralité, j'en passe. Est-ce que c'est quelque chose de vrai, selon toi, que tu as constaté ou pas? Alors, est-ce que le niveau intellectuel des jeunes a baissé? Je ne pourrais pas l'affirmer. Le niveau physique des jeunes a baissé. Ouais. Là, j'en suis conscient puisque c'est mon domaine. Le domaine intellectuel, je pense que chacun aujourd'hui s'informe comme il peut. C'est-à-dire que moi, voilà, je me suis cultivé avec YouTube, avec les connaissances. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens se cultivent, peut-être plus de par eux-mêmes, de par l'accès au réseau, etc. Et au contraire, je trouve que sur YouTube, il y a plein de chaînes éducatives qui permettent aux gens d'en apprendre plus sur l'histoire, sur la géographie, l'éducation, etc. Et du coup, c'est vraiment aux jeunes d'aller voir les bonnes chaînes YouTube pour réussir à avoir les bonnes informations. Donc l'accès aux connaissances est vraiment multiplié, mais à condition que le jeune ait envie justement de se cultiver, sachant que c'est quand même beaucoup plus facile, il faut l'admettre, d'aller sur TikTok et de scroller. Et de rire parce qu'on voit une vidéo de chat qui se pète la gueule et de pleurer parce qu'on voit un militaire qui revient voir sa famille 3 ans plus tard. Et on passe par tellement d'émotions. Donc voilà, je ne sais pas si le niveau a baissé intellectuellement des jeunes, mais en tout cas, c'est aux jeunes vraiment de travailler pour lui-même se développer. C'est intéressant ce que tu dis parce que justement, ça m'amène à te demander quel est ton rapport à la culture. Justement, on voit souvent que des gens comme toi sont des montagnes de muscles, mais derrière, il y a aussi une sensibilité, tu le disais. J'imagine. Bien sûr. Donc il y a des choses qui t'interpellent plus. Est-ce que tu regardes beaucoup de films? Est-ce que tu vas voir des spectacles? Est-ce que tu as des humoristes qui t'interpellent plus que d'autres? Alors, en termes de divertissement, comme je disais tout à l'heure, comme on habite à la campagne,
forcément. Enfin, Toulouse, c'est pas trop la campagne. Ça va. Mais il y a un peu moins de choix, on va dire, des fois qu'à Paris. C'est vrai que tout à Paris, c'est vraiment là où il y a toute l'activité centralisée, tout est là. Et des fois, je le regrette parce que nous, on fait beaucoup de tournages à Paris et des fois, on aimerait en faire plus à Toulouse. Mais voilà, comme on peut pas en faire 15 000, par exemple, la Tour Eiffel, elle est pas à Toulouse, donc il faut monter à Paris. Là, pour la déplacer, c'est compliqué. Mais pour en venir comment, la question c'était comment je me cultive, c'est ça? C'était comment je quel est ton rapport à la culture quand même? Tu as une petite sensibilité, je suppose, derrière. Déjà, est-ce que tu vas au cinéma? Est-ce que tu as des humoristes que tu aimes particulièrement? J'allais au cinéma et comme beaucoup de personnes qui ont malheureusement quitté les salles de cinéma, c'est horrible pour eux ce qui se passe. Donc je me souviens, on avait fait une vidéo cache-cache un peu après le Covid en disant aux gens, voilà, maintenant c'est bon, les salles de cinéma sont réouvertes, vous pouvez y aller parce que T'es pas qu'un consommateur de Netflix et non, puis même, je vais être sincère avec toi, je ne consomme pas trop de médias qui ne me concernent pas. C'est un peu d'avoir le globe de dire ça, mais c'est-à-dire que je vais pas trop m'intéresser à ce que font les autres. Je vais plutôt me concentrer sur ce que je peux faire moi. Par exemple, je me cultive en fait en allant moi-même faire des reportages. Par exemple, quand je disais tout à l'heure, on a été en Pologne au camp de concentration de Auschwitz-Birkenau. Du coup, on avait une guide avec nous et la vidéo en fait est à but culturel, vidéo qui est montrée d'ailleurs dans les cours d'histoire aujourd'hui par les profs et tout, donc c'est vachement valorisant pour moi. Et je me cultive comme ça en fait en allant voir différents lieux culturels. On avait fait ça, j'étais allé faire une vidéo sur les catacombes de Paris, donc pareil, du coup on a appris des choses sur les catacombes de Paris. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait le Facteur Cheval aussi, qui est un lieu vachement atypique au centre de la France, si je dis pas de bêtises, j'ai plus la géographie en tête. Et en fait, je me cultive, mais par moi-même, en allant moi-même chercher des thématiques que je retranscris en vidéo YouTube. Voilà, c'est un peu comme ça qu'en fait je me fais ma culture. Alors on parle inévitablement aussi souvent de la censure sur les nouveaux réseaux sociaux ou alors de l'autre côté de la fameuse haine qui se déverserait sur les réseaux comme Twitter mais aussi sur YouTube, Instagram et j'en passe. La censure, tu l'aperçois quand même? Alors la censure, moi je n'y fais pas trop face parce que le contenu que je fais est accepté par YouTube. Je fais pas des vidéos qui cherchent à faire polémique. Donc là-dessus, je suis j'ai plutôt de la chance sur mon contenu TikTok. Pareil, je suis pas victime de la censure, je vais être honnête, mais je fais attention à forcément. La censure des autres. Est-ce qu'elle t'interpelle quand tu vois que la censure, elle a touché, je sais pas, des personnalités comme Donald Trump aux États-Unis, qui alors même qu'il était encore président en exercice avait été banni de Twitter et de YouTube. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a choqué? Je pense que tout le monde devrait avoir droit à la parole. Après, j'imagine que, voilà, c'est vrai que c'est impressionnant de se dire que des médias comme Facebook, Twitter ont la capacité de faire taire quelqu'un. C'est vrai qu'imaginons demain, si moi je dis une grosse connerie, je suis banni. Dépendant. Waouh. Et là, du coup, tout le business s'écroule. Moi, j'existe plus. Il y a des alternatives maintenant. Il y a des solutions alternatives. Mais c'est incroyable de se dire que voilà, ces médias-là ont le pouvoir de faire taire quelqu'un s'ils le veulent. Donc voilà, comme tu disais tout à l'heure, à qui appartiennent ces médias? Mais dans tous les cas, le droit à la parole. Moi, je sais que quand il y a je sais que quand il y a un YouTuber qui me critique, je prends assez de recul là-dessus et je me dis juste, il a son droit à la critique, c'est la liberté d'expression. Il y a des dialogues inter-youtubeurs, vous parlez, on se parle, vous apostrophez, comment tu es en contact avec eux? Est-ce qu'il y a une sorte de communauté de youtubeurs ou Pour moi, il faut voir la communauté des youtubeurs comme des bandes. Il y a des bandes un peu comme à l'école en fait. Il y a des bandes qui vont faire bande entre eux, ils vont faire que des vidéos entre eux. Il y a d'autres youtubeurs qui vont faire que des vidéos entre eux. Et moi et quelques-uns, on est assez rares, je trouve, à prendre, je dirais pas le risque, mais à faire l'effort des fois de rencontrer des gens sur lesquels on pourrait avoir des a priori pour justement casser la glace et aller à la rencontre de ces personnes-là pour discuter et échanger. Donc en fait, il faut voir ça un peu comme des bandes, des rivalités, j'irai peut-être pas jusque-là, quoique. Est-ce que tu regardes des youtubeurs politiques? Je pense que c'est marrant en plus parce que tu me fais même un peu physiquement penser à lui, je suppose que tu le connais. Quelqu'un comme le Raptor par exemple, est-ce que ça te dit quelque chose? Ismaël Oslimani qui est donc... Je le connais sur YouTube, je sais très bien qu'il m'avait critiqué d'ailleurs dans une de ses premières vidéos YouTube. Ils sont loin d'atteindre le même nombre de vues que toi, mais ils ont quand même leur petit succès, leur influence. Mais en fait, aujourd'hui, même si le Raptor, c'est peut-être qu'il regardera la vidéo YouTube, il m'a critiqué au début. Il a pas loin d'1 million quand même d'abonnés. J'ai rien contre lui aujourd'hui, si je le croise dans la rue, on a plein de passions en commun d'ailleurs, il doit le savoir, mais j'ai aucune animosité envers les gens qui me critiquent. En fait, je me dis juste,
c'est dommage ou c'est tant pis pour eux d'avoir eu cette image de moi qui est certainement fausse ou faussée par les on-dit. Je préfère qu'on aille forcément s'expliquer en vrai dans la vraie vie plutôt qu'à travers les réseaux, même si je peux comprendre qu'il y a des chaînes YouTube qui dont le modèle économique c'est la critique. Je pourrais pas être youtubeur critique, ça me ferait trop mal au cœur de me dire que j'ai fait du mal à quelqu'un en particulier jusqu'à provoquer du harcèlement, parce que même si un youtubeur dit à sa communauté je le critique mais vous n'allez pas le critiquer, naturellement les mecs ils suivent et ils vont aller le critiquer en masse. C'est pour ça que je pourrais pas dormir la nuit en fait si je m'amusais et si mon business plan était vraiment de juste vivre du critique des gens. Mais bon, après si des youtubeurs critiques arrivent à vivre de ça, ils sont épanouis, ça les dérange pas dans leur quotidien, grand bien leur face. Plus largement, quel regard tu portes sur l'état de la liberté d'expression en France, toi qui fais quand même pas mal d'humour dans tes vidéos, est-ce que tu as l'impression qu'on peut encore rire de tout en France ou pas? Alors oui et non. Donc on peut rire de tout, mais comme on dit souvent, pas avec n'importe qui. Et aujourd'hui, je sais que moi j'adore l'humour noir et je me restreins beaucoup sur YouTube. Et quand je dis je me restreins beaucoup, ça veut dire que j'en fais pas, tout simplement, parce que ça serait pas accepté moralement que Thibaut InShape fasse de l'humour noir. Il aurait fallu peut-être que dès le début de ma chaîne YouTube j'en fasse, mais aujourd'hui c'est trop tard et les gens seraient hyper surpris si par exemple je sors une blague humour noir là du jour au lendemain. Les gens vont dire ouais Thibaut, qu'est-ce que tu dis, ça sort d'où ça? Il aurait fallu, je pense, les youtubeurs qui font ça, ils ont habitué leur communauté là-dessus. Donc moi je pense qu'on est dans un monde où effectivement c'est assez délicat, et surtout sur Twitter en l'occurrence, tout le monde se vexe très très rapidement. Donc il faut arriver à pas non plus se taire, parce que si on a des idées à dire, il faut pouvoir les dire, mais il faut être prêt par contre à prendre un revers un peu dans la tête, parce qu'il y a des gens forcément qui ne seront pas d'accord. Et aujourd'hui avec les plateformes comme Twitter, on donne la parole à tout le monde, donc tout le monde, et bon ça c'est positif aussi, tout le monde peut s'exprimer, mais forcément quand j'ai 1 million et quelques sur Twitter, tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que je dis quoi. C'est incroyable, 1 million sur Twitter, 5 millions sur Insta, 8 millions sur TikTok, je crois que c'est colossal quoi. Ouais, est-ce que tu as évalué, si on additionne toutes ces communautés, c'est colossal quand même. Je sais plus, bon peut-être que ça ferait 30 et quelques, j'ai jamais calculé officiellement parce que je me dis… 30 millions, c'est dingue. Ouais non, c'est incroyable, après je me dis c'est peut-être des fois aussi les mêmes personnes, c'est pour ça que je me m'amuse pas à calculer, je me dis même si c'est faux, parce qu'il y a des gens qui ont TikTok, qui n'ont pas YouTube, il y en a qui ont Instagram, etc. et pas TikTok, donc ça fait beaucoup de monde, mais j'évalue ça à peu près à 8-9 millions d'abonnés qui me connaissent. Mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas tout d'avoir beaucoup d'abonnés. Il faut savoir se remettre en question en tant que youtubeur, ancien youtubeur, parce que ça fait plus de 8 ans que je fais ce métier-là, et capter l'attention des nouveaux jeunes qui arrivent, des nouvelles générations, parce que comme, imaginons, j'ai commencé les vidéos, il y a des gens, en fait, ils m'ont suivi dès le début, donc ils avaient 12 ans. 8 ans plus tard, ils ont 20 ans. Ils ont, peut-être qu'ils regardent plus les vidéos YouTube, ils les consomment plus parce qu'ils l'ont consommé pendant leur adolescence. Aujourd'hui, ils ont 20 ans. Et il faut arriver à garder ces gens qui ont 20 ans, qui regardent les vidéos depuis 8 ans, il faut arriver à les capter toujours, mais en même temps réussir à capter les plus jeunes qui arrivent, la nouvelle génération, parce que c'est les plus jeunes qui consomment du YouTube. Il faut être honnête, c'est les jeunes qui ont le temps de regarder des vidéos YouTube, même si à l'école, etc. Ceux qui prennent plus le temps, qui consomment à tirer la rigo YouTube, alors que les plus anciens, ils ont la vie de famille, etc. Ils vont plus sélectionner. Donc je pense que c'est plus dur de faire beaucoup de vues sur des vidéos thématiques plutôt adultes que des vidéos, par exemple le cache-cache, qui peuvent faire des 10-15 millions de vues assez rapidement. Alors, Thibaut, j'aimerais maintenant, à présent, puisque encore une fois, je te remercie, tu m'as dit en arrivant, tu m'as plutôt rien dit, puisque on peut aborder tous les sujets. Tu m'as jamais dit, il y a un sujet ou pas dont il faut pas parler. J'aimerais qu'on revienne un petit instant quand même, en lien d'ailleurs avec tout ce qu'on a dit là, puisqu'on a commencé à aborder ce sujet de la liberté d'expression, qui est un sujet essentiel dans cette émission et sur cette chaîne. Okay. C'est pour ça que je voulais en parler avec toi. J'aimerais revenir sur la fameuse affaire dite du drapeau tricolore, qui avait fait grand bruit dans certains milieu, car au-delà des insultes et des menaces que tu avais reçues, ce qui est évidemment inacceptable, eh bien, elle est très révélatrice de notre époque. Alors, ce que je propose pour les gens qui l'auraient peut-être pas vu, c'est-à-dire voir déjà une réaction que tu avais une vidéo plutôt que tu avais faite sur TikTok. On la regarde et on réagit juste après. Thibaut, t'as le drapeau français dans ta salle de sport, espèce de facho va. Attends, toi bouge pas, on va discuter. Je comprends pas pourquoi en France on a honte du drapeau français. Regardez aux États-Unis, le drapeau américain il est partout.
partout. Il n'y a pas de honte à être fier d'être français. Il n'y a pas de honte à s'afficher avec le drapeau français. Faut être fier de notre langue, de notre éducation, de notre histoire, même si elle n'est pas parfaite. Faut être fier de sa culture, de ses paysages, de ses montagnes, de ses mers, de ses océans, de ses villes, de sa campagne et de nos traditions. Après, bien sûr qu'il y a plein de choses à redire. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui pourraient être améliorées et qui, j'espère, le seront. Mais la France, c'est notre pays. Et pour tous ceux qui n'aiment pas la France, personne ne vous retient. Allez voir ailleurs comment ça se passe et je peux vous assurer que vous allez vite revenir en France. Faisons honneur à tous ces hommes qui se sont battus pour la France. Faut pas les décevoir. Alors, le drapeau français, on le respecte. Voilà, donc on vient de voir cette vidéo TikTok. Alors, on va bien évidemment te demander, mon cher Thibaut, de réagir. Mais avant cela, eh bien, écoute, je vais inviter nos spectateurs, nos téléspectateurs à aller cliquer sur la vidéo en description sous cette vidéo. Donc, puisque la suite de l'émission, eh bien, c'est justement sur une autre plateforme qu'on va pouvoir la suivre. Donc, je vous invite juste à cliquer sur cette vidéo, sur ce lien, donc dans la description sous cette vidéo. On se retrouve dans un instant pour commenter et finir cette émission. Et puis pour les autres, eh bien, je vous remercie. On se retrouve dimanche prochain. Très bonne soirée. Bye bye.